Le ciel se teintait d'orange tandis que le soleil se cachait derrière les montagnes qui entouraient la petite ville de Vallée-Sereine. Un endroit où le temps semblait s'écouler plus lentement, où tout le monde se connaissait par son nom, et où les secrets étaient gardés par les vents soufflant entre les arbres centenaires. Dans ce décor de tranquillité apparente vivait Pierre, un garçon de 13 ans dont les yeux bruns reflétaient un mélange particulier de sagesse et d'innocence. Pierre n'était pas comme les autres enfants. Son corps fragile portait le poids d'un syndrome rare qui limitait ses mouvements et altérait subtilement ses traits. Lorsqu'il marchait, son corps penchait légèrement du côté droit, créant un rythme propre qui le rendait reconnaissable même à distance. Ses mains, toujours agitées, semblaient danser dans l'air quand il parlait, comme si elles cherchaient à exprimer ce que les mots ne pouvaient parfois pas. Depuis son plus jeune âge, Pierre a développé une relation spéciale avec la nature. Alors que d'autres enfants couraient dans les rues de la ville, il préférait observer le vol des oiseaux ou sentir le toucher doux des pétales de fleurs sauvages qui poussaient sur le chemin de sa maison. Sa mère, Élise, une femme aux mains calleuses par le travail dans la petite épicerie locale, disait souvent que Pierre voyait le monde à travers des lentilles que personne d'autre ne possédait. La chambre de Pierre était un sanctuaire de rêves. Sur les murs, des dessins de paysages imaginaires se mêlaient à des découpages de magazines sur les animaux sauvages. Une petite étagère gardait des livres usés sur la nature et les aventures, des pages marquées par des doigts, impatients cherchant à échapper à la réalité à travers les histoires. Sur le lit, une couverture faite par sa grand-mère Hélène avant de quitter ce monde, sa dernière démonstration d'amour tissée en laine colorée que Pierre utilisait comme cape lors de ses aventures solitaires. La relation avec sa grand-mère avait été le pilier le plus fort de sa vie. Hélène, avec son parfum de cannelle et ses cheveux gris toujours attachés en un chignon désordonné, était la seule à vraiment comprendre la profondeur de l'âme de Pierre. Ensemble, ils passaient des après-midi entiers dans la cabane, appartenant à la famille depuis des générations, cachée entre les montagnes. Là, Hélène racontait des histoires sur les esprits de la nature et les connexions mystiques entre les êtres humains et les animaux. Certaines âmes, disait-elle avec des yeux brillants, naissent avec la capacité de parler la langue silencieuse de l'univers. Toi, mon petit, en fais partie. La mort d'Hélène, 2 ans plus tôt, avait laissé un vide qui résonnait dans la vie de Pierre comme un cri dans une vallée déserte. La cabane, autrefois lieu de joie et de découverte, était devenue un sanctuaire de souvenirs qu'il visitait lorsque la douleur de l'absence devenait insupportable. Là, entre des murs de bois gardant les murmures des rires passés, Pierre se sentait moins seul. Le début de l'année scolaire apporta un mélange d'espoir et d'appréhension. Après de nombreuses insistances de sa mère, Pierre avait accepté de transférer à l'école municipale Montaigne, plus grande et mieux structurée que la précédente. Un nouveau départ, avait dit Élise, en ajustant le col de la nouvelle chemise achetée avec sacrifice pour le premier jour. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une attente que Pierre n'avait pas le courage de briser. Le matin du premier jour, l'estomac de Pierre se tordait en nœuds alors qu'il observait l'imposante structure de l'école. Le brouhaha de centaines d'adolescents résonnait dans la cour. Des rires et des conversations semblaient former une barrière invisible autour de lui. En entrant dans la classe de 4e B, il sentit les regards curieux brûler sa peau comme des fers chauffés. Il s'installa, silencieusement à un bureau au fond de la salle, souhaitant devenir invisible. La professeure Claire, une femme de 40 ans avec un sourire gentil encadré par des rides d'expression, le présenta à la classe avec un enthousiasme qui se dissipa rapidement parmi les élèves. « Voici Pierre Olivier, notre nouveau camarade. J'espère que vous le ferez se sentir bienvenu. » Ces mots tombèrent dans le vide de l'indifférence juvénile, et Pierre sentit le poids familier du rejet se poser sur ses épaules, comme un manteau trop lourd à porter. Les jours qui suivirent transformèrent de l'espoir initial en une amère désillusion. Les murmures à peine dissimulés le suivaient dans les couloirs. « Vous l'avez vu, comment il marche? Il ressemble à un robot cassé. Est-ce contagieux ?» Les rires coupaient l'air comme des lames aiguisées chaque fois qu'il trébuchait ou renversait quelque chose à cause de ses limitations motrices. Dans la cantine, les tables autour de lui se vidaient, comme si sa présence était toxique. Un groupe de garçons dirigé par Gustave, le capitaine de l'équipe de football de l'école, fit de Pierre sa cible préférée. Grand et aux épaules larges,
Gustave exerçait une influence magnétique sur les autres, qui riaient de ses plaisanteries cruelles cherchant une approbation. « Hé, petit robot, tes piles sont faibles aujourd'hui ?» le taquinait-il quand Pierre traversait le couloir. Le surnom prit rapidement et bientôt beaucoup l'appelaient ainsi. À la maison, Pierre cachait la vérité derrière des sourires forcés et des réponses vagues. « Comment s'est passée ta journée ?» demandait Élise en servant le dîner simple. « Normal », répondait-il, mâchant lentement pour éviter plus de questions. La nuit, seul dans sa chambre, il permettait aux larmes de finalement s'échapper, mouillant l'oreiller de la douleur qui s'accumulait dans sa poitrine comme une tempête, prête à éclater. Un après-midi particulièrement difficile, après que Gustave ait accidentellement renversé son sac à dos dans la flaque de boue de la cour, Pierre ne retourna pas chez lui. Ses pieds le conduisirent automatiquement par le chemin escarpé menant à la cabane de sa grand-mère. L'air devenait plus pur à mesure qu'il montait, et l'odeur de terre mouillée et de pain calmait son cœur battant la chamade. Lorsqu'il arriva enfin, haletant à cause de l'effort, il se laissa tomber sur le plancher en bois de la véranda. Épuisé, la cabane était restée exactement comme la dernière fois. Le temps semblait suspendu là, préservant les souvenirs comme des insectes dans l'ambre. La chaise berçante où Hélène s'asseyait pour tricoter était toujours tournée vers la fenêtre, encadrant la vallée comme une peinture vivante. Sur le petit poêle à bois, une bouilloire rouillée gardait l'écho des chansons que la grand-mère fredonnait en préparant du thé aux herbes cueillies à l'aube. Pierre passa des heures à explorer chaque recoin, touchant des objets qui déclenchaient des souvenirs en cascade. Le soleil commençait à se coucher lorsqu'il décida d'examiner les environs avant de rentrer chez lui. C'est alors qu'il la vit pour la première fois, à moins de 100 mètres de la cabane, debout entre deux arbres comme une apparition, se trouvait un cheval noir comme la nuit sans lune. Sa crinière flottait au vent comme des flammes sombres, et ses yeux profonds se fixaient sur Pierre avec une intensité qui fit battre son cœur la chamade. Le cheval ne portait ni selle ni bride. Il était complètement sauvage. Sa robe brillante reflétait les derniers rayons du soleil, créant un halo doré autour de lui. Pendant un instant qui sembla s'étendre à l'éternité, l'homme et l'animal se regardèrent, immobiles. Pierre ressentit quelque chose d'inexplicable, une connexion qui transcendait les mots. C'était comme si le cheval voyait au-delà de son apparence fragile, directement dans son essence. Avec des mouvements lents, craignant de faire fuir la créature magnifique, Pierre fit un pas en avant. À sa surprise, le cheval ne recula pas. Il resta là, altier et mystérieux, permettant que la distance entre eux diminue progressivement. Lorsqu'il était à seulement quelques mètres, Pierre tendit la main, paume ouverte en un geste de paix. Le cheval inclina la tête, ses narines dilatées captant l'odeur du garçon, puis doucement toucha la main tendue de son museau velouté. Ce simple contact envoya une décharge électrique à travers le corps de Pierre, éveillant des sensations qu'il n'avait jamais expérimentées auparavant. C'était comme si une partie endormie de son âme prenait soudain vie. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues, non de tristesse, mais d'une joie profonde et inexplicable. Le cheval hennit doucement, comme s'il comprenait. « Tu es aussi seul ?» murmura Pierre, sa voix presque emportée par le vent qui commençait à souffler plus fort. Le cheval hennit doucement en réponse, et pendant un instant, Pierre fut certain qu'il avait compris la question. « Tu peux être mon ami ?» continua-t-il, l'espoir tintant sa voix habituellement hésitante. L'animal s'approcha davantage, permettant à Pierre de toucher son cou musclé. La réponse était là, dans la chaleur émanant de ce corps puissant, dans la confiance démontrée par une créature que la nature avait faite pour être libre. Lorsque les premières étoiles commencèrent à pointer dans le ciel, Pierre sut qu'il devait revenir. « Je reviendrai demain », promit-il à son nouvel ami avant de partir. Sur le chemin du retour, ses pas semblaient plus légers, son cœur moins lourd. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une étincelle de véritable bonheur brûler dans sa poitrine. Les jours suivants établirent une routine qui donnait un sens à la vie de Pierre. Les matins et les après-midi étaient remplis par la torture de l'école. Les regards, les murmures, la solitude palpable même lorsqu'il était entouré par des dizaines d'adolescents. Mais les nuits, les nuits lui appartenaient à lui et au cheval qu'il avait décidé d'appeler Ventania. À cause de la liberté et de la force qu'il dégageait, Pierre commença à apporter des pommes et des carottes qu'il gardait de son propre déjeuner à son ami.
Au début, Ventania acceptait les offrandes avec prudence, mais bientôt il développa un appétit enthousiaste pour les présents du garçon. La confiance grandit rapidement entre eux. Après 2 semaines, Pierre rassembla son courage pour toucher les rênes invisibles de cette amitié. Il tenta de monter le cheval sauvage. La première tentative se termina avec lui, assis sur le sol poussiéreux, Ventania l'observant avec ce qui semblait être une expression amusée. Pierre rit, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis si longtemps que le son lui parut étranger à ses propres oreilles. « Tout va bien, allons-y doucement », dit-il en se relevant et en essuyant la poussière de son pantalon. À la 3e tentative, il réussit à rester sur le large dos de l'animal pendant quelques secondes, avant de glisser sur le côté. Finalement, la 5e nuit, Ventania sembla comprendre ce que Pierre désirait. Il s'abaissa légèrement, permettant au garçon de monter plus facilement. Une fois installé, Pierre ressentit une vague de panique mêlée d'excitation lorsque le cheval commença à se mouvoir. Ses mains s'accrochèrent à la crinière noire, comme une encre tandis que son corps tentait de trouver le rythme du mouvement. Et puis, comme par magie, quelque chose se produisit. Le corps de Pierre, toujours limité par le syndrome qu'il portait depuis la naissance, sembla trouver un nouveau langage en communiquant avec Ventania. Les spasmes diminuèrent, la coordination s'améliora, et pendant quelques moments glorieux, Pierre se sentit complètement libre des chaînes qui le retenaient au sol. Sur le dos de Ventania, il était simplement un esprit libre galopant sous le ciel étoilé. Cette sensation de liberté commença à déborder dans d'autres aspects de sa vie. À l'école, Pierre était toujours la cible de moqueries, mais quelque chose avait changé en lui. Les mots cruels ne semblaient plus pénétrer aussi profondément, comme si une armure invisible le protégeait. Quand Gustave le poussa dans le couloir, se moquant de sa démarche maladroite, Pierre le regarda simplement dans les yeux, non avec colère ou peur, mais avec une sérénité qui déconcertait le tyran. Les nuits avec Ventania devinrent plus qu'un refuge. Elles étaient un entraînement pour l'âme. Pierre apprit à faire confiance à ses instincts, à communiquer sans mots, à trouver l'équilibre là où il n'y avait auparavant que l'incertitude. Le cheval, pour sa part, semblait s'épanouir avec l'amitié. Sa robe devint plus brillante, ses yeux plus vifs, et il venait attendre Pierre chaque nuit au même endroit, comme s'il pouvait sentir le moment exact où le garçon commençait son voyage en montagne. À l'école, la nouvelle du concours annuel de talent commença à circuler, générant de l'excitation parmi les élèves. Des affiches colorées furent placardées dans les couloirs, annonçant l'événement comme l'opportunité de briller. Les années précédentes, Pierre n'aurait même pas envisagé de participer, mais maintenant une idée commençait à se former dans son esprit. Une idée si audacieuse qu'elle le faisait trembler, rien qu'à y penser. Lorsque la professeure Claire passa par la salle pour ramasser les inscriptions, Pierre leva timidement la main. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Tu veux t'inscrire, Pierre ?» demanda-t-elle, la surprise évidente dans sa voix. Il acquiesça, remettant le petit formulaire où il avait simplement écrit « Présentation avec un cheval. Pierre. Olivier ?» Les rires commencèrent comme un murmure et bientôt explosèrent dans la salle. « Le petit robot va faire quoi ?» s'exclama Gustave en riant. « Tomber du cheval ?» Les autres rejoignirent le chœur de moquerie et Pierre sentit son visage brûler de honte. Mais pour la première fois, la honte ne le plongea pas dans le désespoir. Au lieu de cela, elle alimenta quelque chose de nouveau qui grandissait en lui, la détermination. Cette nuit-là, Pierre partagea ses plans avec Ventania en caressant son cou musclé. « Nous allons leur montrer, murmura-t-il. Montrer ce que nous sommes capables de faire ensemble. » Le cheval hennit doucement, ses yeux intelligents fixés sur le garçon comme s'il comprenait chaque mot. Les semaines suivantes furent de préparation, intenses. Pierre sacrifia des heures de sommeil pour s'entraîner avec Ventania, développant une routine qui mêlait mouvements de danse et démonstrations d'agilité. Au début, les résultats étaient désastreux. Le garçon tombait fréquemment et le cheval semblait confus par les commandes incohérentes. Mais progressivement, comme une symphonie trouvant son rythme, ils commencèrent à se déplacer comme un seul être. Pierre découvrit que, monté sur Ventania, son corps répondait de façon qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Les spasmes diminuaient, les mouvements coulaient naturellement, et une grâce inattendue remplaçait la rigidité habituelle. C'était comme si le cheval prêtait non seulement sa force, mais aussi son élégance naturelle au garçon, que la vie avait privé de coordination.
À la maison, Élise remarqua des changements chez son fils, bien qu'elle n'en connaisse pas la cause. Pierre mangeait avec plus d'appétit, souriait occasionnellement sans raison apparente, et ses yeux avaient retrouvé un éclat qu'elle craignait perdu à jamais après la mort d'Hélène. Elle attribua la transformation à l'adaptation dans la nouvelle école, reconnaissante pour l'amélioration apparente sans poser trop de questions, craignant de briser l'enchantement. 2 nuits avant le grand événement, une violente tempête s'abattit sur Vallée-Sereine. Des éclairs traversaient le ciel comme des épées lumineuses, et le bruit des tonnerres faisait trembler les fenêtres de la maison de Pierre. Le garçon ne pouvait pas dormir, inquiet pour Ventania, affrontant la fureur des éléments. Ventania était sauvage, il saurait certainement se protéger, mais l'inquiétude persistait, se manifestant par un nœud serré dans l'estomac de Pierre. Le matin suivant, dès que la pluie diminua en bruine légère, Pierre monta le sentier boueux en Ia. Direction de la cabane, le chemin habituellement facile à parcourir s'était transformé en un défi dangereux, avec des pierres lâches et des flaques traîtresses. Ces limitations physiques rendaient l'ascension encore plus difficile, mais une force intérieure qu'il ne connaissait pas auparavant le poussait en avant. En arrivant au lieu habituel de rencontre, il n'y avait aucun signe de Ventania. Pierre appela, siffla, attendit pendant des heures qui semblèrent s'étendre à l'éternité. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de tons d'orange et de rouge. Et toujours aucun signe de l'ami. Le cœur lourd et les larmes aux yeux, le garçon finit par abandonner et rentra chez lui, traînant les pieds comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Cette nuit-là, Pierre dormit à peine. Des images terribles de Ventania blessée ou perdue hantaient ses rêves fragmentés. Le matin du concours, il se leva avec des cernes profondes et une décision amère. Il participerait même sans son ami. Ce serait probablement la plus grande humiliation de sa vie, mais il sentait qu'il devait cela à Ventania, comme une manière d'honorer tout ce qu'ils avaient construit ensemble. L'école était méconnaissable. La cour avait été transformée en une scène improvisée, avec des rideaux colorés et des lumières clignotantes. Familles et amis occupaient les chaises disposées en demi-cercle, discutant animément en attendant le début des présentations. Pierre s'assit seul dans un coin, observant les autres participants réviser leurs performances avec une nervosité palpable. Lorsque la directrice Marguerite, une femme robuste à la voix de commandante, monta sur scène pour lancer l'événement, Pierre sentit son estomac se nouer dans un mélange d'anxiété et de tristesse. Les présentations commencèrent. Il y eut des numéros de danse, de chant, de magie, et même une démonstration impressionnante de patinage sur l'asphalte mouillé du parking. Prochain participant, Pierre Olivier, annonça la directrice. En consultant sa liste, un silence curieux s'abattit sur l'audience, tandis que les camarades de classe de Pierre échangeaient des regards amusés, anticipant le fiasco que serait la présentation du « garçon robot ». Avec des pas vacillants, Pierre se dirigea au centre de la cour. Sa bouche était sèche et ses mains tremblaient visiblement. Il regarda le public, identifiant sa mère dans la 3e rangée, son visage mélange de fierté et d'inquiétude. À côté d'elle, vide, se trouvait la chaise qu'il avait réservée pour sa grand-mère, en un hommage silencieux que personne d'autre ne comprenait. Commença Pierre, sa voix presque inaudible. Il prit une respiration et tenta de nouveau. J'ai préparé une présentation avec un ami, mais il n'a pas pu venir aujourd'hui. Quelques rires dispersés furent entendus, et quelqu'un murmura « ami imaginaire ». Pierre sentit la chaleur familière de la honte monter jusqu'à son cou. Mais il continua. « Alors je vais simplement… » Un hennissement fort et puissant coupa l'air, faisant immédiatement taire toutes les voix. Les regards se tournèrent vers l'entrée de la cour, où une silhouette majestueuse se découpait contre le soleil de l'après-midi. Ventania, sa robe noire brillant comme de l'obsidienne polie, restait majestueusement debout, comme s'il évaluait la situation. Une vague d'exclamations parcourut l'audience. Certains parents se levèrent, inquiets de la présence de l'animal sauvage si près des enfants. « C'est lui !» s'exclama Pierre, son visage s'illuminant d'un sourire radieux. « C'est mon ami !» À la stupéfaction de tous, le cheval traversa calmement l'espace entre l'entrée et le centre de la cour, se dirigeant directement vers Pierre. Il s'arrêta à quelques pas de lui, baissant la tête dans un geste qui semblait presque une révérence. Le silence qui suivit fut absolu.
le genre de silence qui précède des moments qui resteront gravés pour toujours dans la mémoire collective. Avec une confiance qu'il ne savait pas posséder, Pierre s'approcha de Ventania et caressa son cou. « Tu es venu », murmura-t-il, juste pour que son ami entende. Puis, avec un mouvement fluide qui semblait défier ses limitations physiques, il monta sur le cheval sans aide de selle ni d'étrier, et ainsi commença la danse. Pierre avait choisi une musique que sa grand-mère fredonnait souvent, une mélodie ancienne sur la liberté et le renouveau. Au signal du garçon, la professeure Claire, qui observait la scène bouche bée, appuya sur le bouton de l'appareil, sonore. Les premières notes suaves remplirent l'air, et Ventania commença à se mouvoir en parfaite synchronisation avec la musique. Ce qui suivit transcendait une simple présentation de talent. C'était de l'art dans sa forme la plus pure, l'expression parfaite de l'union entre l'humain et l'animal. Ventania se déplaçait avec une grâce impossible pour sa structure puissante, tandis que Pierre, sur son dos, exécutait des mouvements que personne ne l'aurait jamais imaginé capable. Le garçon dont le corps était une prison flottait maintenant au-dessus des limitations terrestres, son expression sereine comme celle de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. À mesure que la musique gagnait en intensité, la complexité des mouvements augmentait également. Ventania galopait en cercles de plus en plus complexes, parfois s'élevant sur les pattes arrière avec Pierre parfaitement équilibré, d'autres fois s'abaissant si près du sol qu'il semblait impossible que le garçon ne tombe pas, mais il ne tombait pas. Chaque mouvement était exécuté avec une précision défiant la logique, comme si le cheval et le cavalier partageaient un seul esprit, un seul cœur. L'audience, d'abord tendue et appréhensive, se laissa progressivement emporter par le spectacle. Les expressions de préoccupation se transformèrent en admiration, puis en pur enchantement, lorsque Pierre, au sommet de la présentation, se tint debout sur le dos de Ventania, tandis que ce dernier galopait en cercle. Parfait, les premières ovations spontanées éclatèrent, des mains frappaient avec force, des cris d'encouragement remplissaient l'air, et même Gustave, l'ancien tyran, observait avec des yeux écarquillés d'étonnement. La fin de la présentation fut marquée par un moment de quiétude parfaite. Ventania s'arrêta exactement au centre de la cour, avec Pierre toujours debout sur son dos. Le garçon ouvrit les bras comme des ailes sur le point de prendre son envol, son visage tourné vers le ciel, dans une expression de gratitude pure. Pendant un instant, tous jurèrent avoir vu quelque chose d'extraordinaire, une lumière dorée semblant émaner de l'intérieur de lui, le transformant en quelque chose au-delà de la compréhension commune. Puis, lentement, il glissa en position assise puis se rabattit au sol. La musique cessa, mais le silence qui suivit n'était pas vide, il était chargé d'émotions presque palpables. Et puis, comme une digue rompue, l'ovation commença. Tous se levèrent, applaudissant avec ferveur, naissant non seulement de l'admiration pour le talent, mais de la reconnaissance de quelque chose de plus profond, un miracle silencieux qu'ils avaient tous témoigné ensemble. Élise courut vers son fils, des larmes coulant librement sur son visage marqué par le dur travail. Elle l'étreignit fortement, murmurant des mots incohérents de fierté et d'amour. Lorsqu'elle le lâcha enfin, d'autres s'approchèrent déjà, des professeurs aux yeux embués, des camarades aux expressions transformées par l'admiration. Nouvellement découvertes, des parents voulant en savoir plus sur l'incroyable cheval et le cavalier talentueux. Gustave fut l'un des derniers à s'approcher. Il s'arrêta à quelques pas de distance, son corps normalement confiant maintenant courbé dans une posture presque timide. « Comment as-tu fait ça ?» demanda-t-il, l'arrogance habituelle absente de sa voix. Pierre regarda Ventania qui restait patiemment à ses côtés et sourit. « Ce n'était pas moi, » répondit-il simplement. « C'était nous. » Dans les jours qui suivirent, une transformation silencieuse se produisit à l'école municipale Montaigne. Les murs qui autrefois résonnaient de rires cruels réverbéraient maintenant de conversations animées sur les chevaux, la nature et la présentation extraordinaire que personne ne pouvait oublier. Pierre, autrefois invisible sauf lorsqu'il était la cible de moqueries, devint une présence appréciée. Ce n'était ni idolâtrie ni fausse admiration. C'était le respect véritable né lorsque l'on voit réellement quelqu'un pour la première fois. Ventania resta sauvage, refusant d'être confiné dans des écuries ou des enclos. Pierre n'essaya jamais de le domestiquer, comprenant que la beauté de leur amitié résidait précisément dans la liberté partagée. Occasionnellement,
Le garçon emmenait des camarades curieux rencontrer son ami, qui apparaissait comme s'il répondait à un appel silencieux, permettant des approches respectueuses avant de retourner aux montagnes, qui étaient son véritable habitat. Un après-midi, particulièrement beau, Pierre emmena sa mère à la cabane de sa grand-mère. Assis sur la véranda, ils observèrent Ventania paître tranquillement parmi les fleurs sauvages qui coloraient le champ. « Ta grand-mère disait toujours que tu avais un don spécial », commenta Élise, ses yeux reflétant le coucher de soleil doré. « Je crois qu'elle avait raison. » Pierre sourit, sentant la présence d'Hélène dans le vent qui agitait doucement les cheveux de tous les deux. « Elle m'a appris à écouter le silence », répondit-il, son regard fixé sur Ventania, qui maintenant levait la tête comme s'il sentait qu'on l'observait. Et dans le silence, j'ai trouvé une amitié là où je m'y attendais le moins. L'histoire du garçon et du cheval sauvage se répandit dans la petite ville comme des ondes sur un lac tranquille. Elle devint plus qu'un conte de dépassement de soi. Elle se transforma en une leçon sur la capacité de voir au-delà des apparences, sur la découverte de connexions dans des endroits inattendus, sur le pouvoir transformateur de l'acceptation véritable. À l'école, d'autres enfants ayant des besoins spéciaux qui auparavant se cachaient dans l'ombre craignant le même traitement que Pierre avait reçu, commencèrent à se montrer, apportant leurs propres talents uniques à la lumière. Une fille avec le syndrome de Down révéla son incroyable aptitude à dessiner des oiseaux de manière presque photographique. Un garçon avec autisme partagea sa mémoire prodigieuse pour les dates et les événements historiques, devenant une ressource précieuse pendant les cours d'histoire. Pierre lui-même, bien qu'il portât encore les limitations physiques du syndrome, se déplaçait désormais avec une confiance qui transformait ses mouvements maladroits en une danse propre. Ses notes s'améliorèrent, sa participation en classe devint plus fréquente, et l'éclat de ses yeux, cet éclat que sa grand-mère aimait tant, devint permanent. Les nuits de pleine lune, ceux qui avaient des yeux attentifs pouvaient apercevoir une silhouette découpée contre le ciel, un garçon et un cheval galopant dans les champs entourant la cabane dans les montagnes, libres comme le vent, connectés par un lien qui transcendait les mots. Et s'ils écoutaient attentivement, ils pourraient entendre le son des rires, le rire pur d'une âme qui a enfin trouvé sa place dans le monde, résonnant dans les montagnes comme un rappel que la véritable connexion ne connaît jamais de barrières ni de limitations. Et ainsi, dans la petite ville de Vallée-Sereine, l'histoire de Pierre et Ventania devint un rappel constant que la plus profonde des amitiés naît souvent dans les endroits les plus inattendus, et que chacun, indépendamment de ses différences, porte en lui une étincelle capable de briller avec une force suffisante pour transformer non seulement une vie, mais toute une communauté.